BFM Business, l'heure H, le rendez-vous du cercle des économistes. Avec nos deux économistes ce soir, Xavier Timbaud qui est directeur de l'OFCE et Stéphane Carcio qui est prof d'éco à Sciences Po. Merci d'être avec nous, messieurs. Puis Emmanuel Le Chip qui nous aidera peut-être à faire ce ping-pong social parce qu'évidemment, on va revenir sur cette réforme du Code du travail et puis ces négociations qui sont ouvertes aujourd'hui déjà avec des claquements de porte sur l'assurance chômage. Messieurs, Xavier Timbaud par exemple, je vais commencer par vous. Si vous aviez une mesure, vous avez vu chacun arriver avec ses propositions, que ce soit le MEDEF, la CGPME, la CGT ou FO. Si vous aviez, vous, une mesure peut-être qui vous paraîtrait la plus importante à prendre pour essayer de se sortir de ce naufrage par du paritarisme, quelle serait-elle? Vous me permettez d'être un tout petit peu provocateur? Oui, allez-y. Mais je pense qu'il faudrait arrêter de dire que c'est un naufrage. D'accord. C'est-à-dire que quand le chômage augmente, il est normal que l'assurance chômage soit en déficit. Et les 25 milliards de dettes cumulées depuis le début de la crise en 2007 sont en fait une petite goutte d'eau par rapport aux 600 milliards de dettes publiques qu'il y a en plus en France. L'assurance chômage est un stabilisateur automatique. Il faut le laisser jouer. La chose sur laquelle il faut au contraire jouer, c'est la formation des chômeurs. On sait que ça fonctionne. Ça coûte, mais on a un immense réservoir de formation professionnelle dans lequel on peut puiser. Et c'est en utilisant ce réservoir qu'on peut essayer d'améliorer l'efficacité de l'assurance chômage en France, puisque c'est plus une question d'efficacité aujourd'hui que de véritablement vouloir combler le déficit. Oui, il y a juste un problème, c'est que si vous voulez, le déficit de l'assurance chômage, c'est du paritarisme. Donc l'État, normalement, c'est pas une dette qui revient à l'État. Vous nous dites que l'État a une dette très importante, on est d'accord. Mais là, là, il faut trouver une solution. C'est les partenaires sociaux qui doivent trouver une solution. Vous m'autorisez donc une deuxième proposition. Oui, je pense qu'il faut arrêter cette illusion d'un paritarisme sur l'assurance chômage et accepter qu'il n'y a pas de paritarisme. Le chômage est un problème qui n'est pas le problème des partenaires sociaux, c'est le problème de l'ensemble de la société, de l'ensemble de l'économie. La question de la formation doit être mise sur la table et le paritarisme ne doit pas être un obstacle à trouver des solutions à la question de l'assurance chômage. Donc voilà, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est arrêter de s'en remettre au paritarisme sur ces questions. Et du reste, l'État dit qu'il prendrait peut-être ses responsabilités s'il n'est pas d'accord. Alors Stéphane Carcio, est-ce que vous êtes d'accord avec... Est-ce que vous avez fait un peu de provocation? En tous les cas, c'est deux réflexions assez importantes là. Non, je suis d'accord avec sa réflexion sur le fait que l'assurance chômage a vocation à être déficitaire quand il y a du chômage. Le problème, c'est qu'elle n'a pas vocation à être déficitaire de manière structurelle. Une assurance chômage, normalement, c'est excédentaire en période de croissance, c'est déficitaire en période de déficit et de récession. Et le problème de l'assurance chômage aujourd'hui, c'est qu'on a 2-3 années d'excédent maximum pour 7, 8, voire 10 années de déficit. Et donc au final on n'est pas à l'équilibre et ça veut dire que les paramètres sont pas bien ajustés. Voilà, donc on accumule de la dette et au final c'est pas viable. Donc il faut prendre des mesures choc pour faire des économies. Et je pense que il y a des éléments clairement à améliorer du côté de l'indemnisation des chômeurs pour inciter ceux qui peuvent sortir du chômage rapidement à le faire. Mais il y a aussi des éléments à mettre en place pour inciter les entreprises à ne pas surutiliser l'assurance chômage comme elles le font aujourd'hui, notamment en ayant des forts recours avec CDD et faire tourner des gens sur des jobs alors qu'elles pourraient prendre une personne en CDI. Il faut savoir que le CDD aujourd'hui coûte très très cher à l'assurance chômage, c'est-à-dire que les salariés qui sont en CDD consomment beaucoup plus de droits qu'ils ne rapportent à l'assurance chômage. Et donc il y a des éléments aussi à prendre de ce côté-là. Vous êtes d'accord, Xavier Timbaud? Je suis d'accord. On pourrait aussi, puisqu'on est en train de mettre sur la table plein de choses, discuter du régime des intermittents qui... Ça, on va discuter. C'est juste que le gouvernement ne veut pas qu'on discute parce qu'il ne veut surtout pas avoir de problème de ce côté-là. Mais c'est en train d'être résolu. Il y a eu un rapport qui a été fait, Emmanuel Valls a tranché, donc a priori... Surtout, il relève plus de la question de la culture que de la question du paritarisme, encore une fois, et des cotisations sociales à faire payer sur les salariés. On pourrait aussi se poser la question de la contribution des fonctionnaires à l'assurance chômage. Donc il y a tout un tas d'éléments qui peuvent être mis en place pour assurer à la fois... Vous seriez favorable, c'est ce que nous disait en l'occurrence tout à l'heure Benoît Villot, qui est le monsieur négo de la CGPME, en disant, c'est une des propositions de la CGPME, c'est de dire que les fonctionnaires, il faut qu'ils cotisent eux aussi. Oui, il faut qu'ils cotisent. Bon, il y a la question de la rémunération des fonctionnaires qui se posera derrière. Donc ça sera forcément un peu compliqué. Il faut éviter aussi d'aller chercher dans le budget de l'État pour simplement combler celui de l'UNEDIC. Mais ça fait partie des pistes, bien sûr. Guillaume Paul, après la réponse. Là, on a l'impression que ça part mal, c'est qu'effectivement, chacun n'est pas d'accord sur le fait de savoir si c'est d'un replâtrage qu'on a besoin ou d'une remise en cause ou d'une remise à plat du système, finalement, de l'ensemble du système d'allocation chômage aujourd'hui. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui ? Je pense que quand on est dans une période où le chômage
a augmenté et augmenté fortement, il ne faut surtout pas se dire on a besoin d'une remise à plat de l'assurance chômage. L'assurance chômage doit jouer son rôle d'assurance. Tous ceux qui ont cotisé dans les périodes où il n'y avait pas de chômage ont cotisé pour être assurés au moment où il y aurait un chômage de masse, involontaire. Et voilà. Après, qu'on revienne sur les paramètres d'équilibre, sur le fait que dans les périodes d'activité, on ajustait les cotisations à la baisse, ce qui est totalement invraisemblable, en n'autorisant pas l'assurance chômage à accumuler des excédents à ce moment-là. Ça, c'est une chose importante sur laquelle il faut effectivement revenir. Quand on se pose la question de comment on incite à retourner dans l'emploi, mais aussi comment on permet aux chômeurs qui ont besoin d'une deuxième chance de formation d'accéder à ces formations. Tout ça, c'est des questions effectivement qu'on peut poser. Mais voilà, on est dans une situation où le chômage est monté, l'assurance chômage doit jouer son rôle d'assurance, ça fait partie du contrat social et il ne faut pas revenir sur ce contrat quand il devient coûteux. Et ça s'appelle l'assurance, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure. Stéphane Carciot, vous êtes d'accord avec Xavier Timbaud, non? Si, je suis d'accord avec lui et j'ajouterais simplement que c'est vrai que du côté des paramètres d'assurance et d'indemnisation des chômeurs, il y a quand même des éléments qui pourraient être optimisés et améliorés pour inciter ceux qui peuvent sortir du chômage plus rapidement à le faire. Aujourd'hui, on a la possibilité de cumuler une allocation chômage avec un salaire pendant de nombreux mois, ce qui s'appelle l'activité réduite. 50% des chômeurs sont en activité réduite et ça permet en plus de renouveler les droits à l'assurance chômage. Alors c'est très très bien pour tenter une nouvelle expérience et pas se désinscrire, mais ça installe aussi certaines personnes dans l'intermittence et c'est pas bon pour le retour à le chômage et pour le retour à l'emploi, c'est pas très bon pour le régime non plus. De la même manière, il y a pas mal de chômeurs assez qualifiés qui pourraient, si on les incitait plus fortement, à retrouver un job plus rapidement et qui coûte assez cher à l'assurance chômage. Donc de ce point de vue, il y a aussi des éléments de paramètres à revoir, même si c'est vrai, la formation et l'accompagnement sont des éléments très importants. Emmanuel, un commentaire avant de passer sur la réforme du Code du travail? Non, par rapport à ce que vous avez entendu? Moi, disons que ce que j'ai compris de la littérature économique, c'est que jouer aujourd'hui sur les paramètres de l'indemnisation et uniquement sur ces paramètres-là, ça a très peu d'effet finalement. Quand on regarde un petit peu tous les différents systèmes d'indemnisation du chômage en Europe avec des degrés plus ou moins forts de dégressivité, etc., on ne peut pas dire que ça ait un lien avec les courbes du chômage. Et effectivement, la question importante, c'est qu'est-ce qu'on fait surtout pendant que les gens sont au chômage. Et ce qui marche quand on est plus sévère sur le système d'indemnisation, sur la dégressivité, c'est qu'en contrepartie, il y a de la formation, qu'est-ce qu'on fait faire aux chômeurs pendant qu'ils sont au chômage. Et là, on voit très vite que finalement, les questions de la durée maximale d'indemnisation ne se posent plus quasiment, puisque les chômeurs ne vont en général pas jusqu'au bout de la durée maximale. Oui, alors bon, moi je suis pas très d'accord là-dessus, mais c'est-à-dire que les paramètres de l'assurance chômage jouent fortement sur les comportements de retour vers l'emploi. Ça, on a des centaines de papiers de recherche sur ce sujet-là. Moi, j'ai pas vu ça, moi, je vois pas ça. Ah bah, je peux vous en donner beaucoup. Coup, il y en a vraiment énormément. Soit nos prix Nobel de 2010. Non, mais il y en a. Il y a énormément de papiers qui vont dans ce sens. Lorsque vous abaissez la durée maximale d'indemnisation ou lorsque vous baissez les allocations, ça accélère le retour vers l'emploi. Le problème, c'est que ça le fait de manière, si on le fait de manière indiscriminée, ça le fait de manière très injuste. Parce qu'il y a des gens qui vont se retrouver en fin de droit alors qu'ils cherchaient et ils ne trouvent pas. Et c'est vrai qu'il y a tout un volant de gens qui ont des capacités à retrouver plus rapidement qui vont sortir. Et donc le problème de la dégressivité, c'est pas que ça va pas accélérer le retour à l'emploi, c'est que ça va le faire pour certaines personnes et pour les autres, ça va les paupériser. Et donc si on a un objectif social qui est un objectif finalement de bien-être et qui devrait être l'objectif de l'assurance chômage, c'est pas forcément la mesure la plus efficace. Xavier Timbaud, et après on passe à la réforme du travail. Mais c'est lié, bien sûr. C'est lié, mais c'est très important cet élément-là, parce que toutes les analyses en termes de bien-être, alors quand on parle de bien-être, il ne s'agit pas de dire est-ce que les gens sont bien et sont contents, c'est de savoir qu'est-ce qui est le plus efficace pour la société dans son ensemble. Toutes ces analyses-là montrent que, en fait, l'assurance chômage est absolument nécessaire comme un instrument pour réallouer la main-d'œuvre dans les périodes où il y a du chômage. Et s'il n'y a pas cet instrument-là, ça se fait par des baisses de salaire et par de la déqualification, c'est-à-dire des gens qui acceptent des emplois qui ne correspondent pas à leur qualification. Donc c'est au final quelque chose qui est moins efficace pour l'ensemble de la société, c'est-à-dire que les gens sont moins productifs et donc du coup cotisent moins, payent moins d'impôts, etc. Donc en fait l'assurance chômage est un investissement et doit être conçu comme un investissement. Et c'est pour ça que les réformes qui visent à économiser, réduire les indemnisations sont des réformes qui souvent
même si c'est une idée reçue, ne produisent pas le résultat du tout attendu, mais au contraire dégradent la situation. Est-ce que le système français est très différent, ne serait-ce que via le paritarisme, que les autres les systèmes à l'étranger? Je ne parle pas d'Angleterre, on en parle souvent, mais notamment en Allemagne, en Espagne. Ça dépend des pays. Il y a des pays dans lesquels c'est l'État qui gère, des pays dans lesquels c'est uniquement les partenaires sociaux. Par exemple, dans les pays nordiques, si on est couvert par l'assurance chômage uniquement si on appartient au syndicat qui a signé la convention. Aussi, oui. Donc on va encore plus loin dans le paritarisme, c'est une vraie gestion comme ça. Puis il y a des pays dans lesquels c'est le gouvernement qui gère les règles et le Parlement qui vote les lois et l'extension, par exemple, c'est le cas aux États-Unis où la durée de l'assurance chômage est votée par le Parlement et le Congrès américain. Alors, très variable. Merci de cette précision. On fait lien évidemment, on aura certainement l'occasion d'y revenir. Cette réforme du Code du travail là, qui arrive le 9 mars prochain, est-ce que vous vous dites, mais c'est fou, c'est vraiment, on n'a jamais une loi pareille, c'est ce que pense notamment Emmanuel Le Chypre. Est-ce que c'est un vrai choc social? Est-ce que ça va peut-être permettre une forme de réduction très importante, très significative du chômage? Je commence par Xavier Timbaud, allez-y. Une réduction du chômage, malheureusement, je ne pense pas que ça va produire un effet création d'emplois, un effet massif de création d'emplois. Ça va vertueux. Ça va quand même potentiellement changer énormément de choses dans le droit du travail en France. Donc, il y a un effort de simplification qui est tout à fait louable et qui était tout à fait nécessaire. Bon, ok, dont acte. Mais ça va pas nécessairement créer des emplois automatiquement. Il y a une question sur les motifs de licenciement, qui est une question importante et qui est peut-être le point le plus positif. Qu'appelle-t-on licenciement économique? Voilà, qu'appelle-t-on licenciement économique et qui est un point qui est effectivement mis sur la table en tout cas. Et puis il y a une question sur à quel niveau on négocie. Est-ce que c'est au niveau de l'entreprise? Est-ce que c'est le salarié face à son patron? Ou est-ce que c'est à l'intérieur de la branche ou dans le cadre général de l'ensemble du pays? Et ben, ça, c'est un changement qui est majeur et dont on voit encore mal à la fois les conséquences et les contours, mais qui est potentiellement un changement majeur sur le Code du travail en France, en allant vers beaucoup plus d'individualisation et beaucoup plus de négociations à l'intérieur de l'entreprise, ce qui, paradoxalement, peut avoir des effets assez pervers. Mais qui n'est pas forcément créateur de beaucoup d'emplois. C'est votre théorie, Stéphane Carcillo. On en sait franchement sur la question de la négociation. Il y a des centaines de papiers de recherche qui ne montrent pas grand-chose là-dessus. Non mais voilà, on va dire mais sur le code du travail et sur la négociation en elle-même, à quel niveau ça se décide, on n'en sait vraiment pas grand-chose actuellement. Ce qui est important dans ce projet de loi, voilà, ce qui est important dans ce projet de loi, je pense, c'est que ce projet vise notamment sur le licenciement et sur les conséquences du licenciement à réduire l'incertitude pour les employeurs. Et je pense que ça, c'est l'élément clé. Que ce soit le barème des indemnités prud'homales ou la définition du licenciement économique qui serait réputé fondé s'il y a une baisse du chiffre d'affaires ou s'il y a une baisse des commandes ou s'il y a des pertes sur une période donnée, ça c'est de nature à sécuriser les décisions des employeurs qui ont du coup des critères extrêmement clairs qui peuvent suivre. Parce que du coup on sort un peu le juge du jeu, quoi. Voilà. C'est le but. Hein, on le sort pas du jeu, on le sort pas complètement du jeu parce qu'il aura quand même vocation à vérifier à trancher, exactement. Mais quand même ça sécurise, on sait où on va avec ça. Et c'est de nature quand même à favoriser les créations d'emplois. De la même manière, ça va aussi favoriser les destructions d'emplois, puisque c'est le principe, puisqu'on fait... Pour être un peu normand, on peut dire que ça va accentuer la sensibilité de l'emploi au niveau de croissance. Tout à fait. Et au cycle économique. Tout à fait. Alors, il y aura plus de réactivité de l'emploi. Tout à fait. Alors ça facilite, on sait que ça facilite les réallocations d'emplois entre les secteurs qui sont déclinants et les secteurs qui sont en pleine croissance, et donc ça favorise la productivité et les gains de productivité. Là-dessus, on a des papiers et on a aussi quelques articles intéressants bien identifiés au niveau des entreprises qui montrent que ça tendrait à favoriser également l'emploi dans les entreprises qui en bénéficient. Mais sur le sujet de l'emploi et du chômage, les papiers et l'évidence est moins clair que sur les questions de productivité. Mais dans l'ensemble, je pense que clairement, par rapport à la complexité du droit tel qu'il est actuellement, ça va clairement dans le bon sens. Et malheureusement, ce qu'on peut regretter, c'est que ça vient un peu tard. On aurait aimé quand même avoir cette réforme il y a 2-3 ans. Je pense que non seulement ça vient tard, mais parce qu'il y a aussi un certain nombre de réflexions. Alors là aussi, on manque d'éléments empiriques pour vraiment asseoir là-dessus, sur des observations, la réalité des phénomènes qui sont en jeu. Mais on soupçonne quand même que quand on se lance dans une flexibilisation du marché du travail à un moment où le chômage est élevé, on prend le risque
d'induire, par exemple, une déflation salariale. Or, on a aujourd'hui un risque macroéconomique qui est important de ce côté-là. Et de ce point de vue-là, c'est pas forcément un appel à dire il ne faut rien faire, il faut surtout pas toucher, mais c'est surtout qu'il faudrait avoir clairement en tête un package pour compenser les effets potentiellement déflationnistes de cette réforme. Par exemple, un package qui viserait à augmenter la formation des chômeurs. Parce que c'est un... Ça en fait pas, a priori, il y aura ce package. Oui, alors a priori, et je pense que c'est là aussi qu'il est beaucoup trop tard, c'est que je pense que ce package sera très limité et sera pas du tout à la hauteur de l'enjeu, et du coup que ça constitue un peu une occasion manquée, parce que si ce genre de réforme avait été mis sur la table au début du quinquennat, elle aurait pu être accompagnée de tout un tas de mesures, par exemple négocier avec nos partenaires européens. Cette réforme du Code du travail va avoir un aspect facilitateur avec nos partenaires européens majeur, et donc elle aurait pu permettre d'ouvrir d'autres éléments compensatoires et accompagnant cette réforme. Et ça, malheureusement, j'ai peur qu'on ne le voit pas. Et que ça reste intéressant parce que vous apportez des éléments nouveaux. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Donc, Xavier Timbaud, directeur de l'OFCE, et Stéphane Carcio de Sciences Po. Merci, Emmanuel de Chypre. Nous, on se retrouve demain, évidemment, pour Midi l'heure H. Et maintenant, c'est les décodeurs de l'écho avec Fabrice Lundi.